Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, bonjour à tous, Karine Dora pour Montblanc Industrie. Avant de passer la parole à Jean-Marc, je vous donne quelques petites instructions pour le webinaire. Donc, pensez à couper vos micros pendant que, sauf si vous êtes l'intervenant qui doit parler, évidemment, pour éviter les interférences. Aussi, éventuellement, de couper vos caméras pour améliorer la bande passante. Vous pouvez poser vos questions à travers le chat, nous les recensons et on les donnera à la fin, les questions. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Je vous souhaite un bon webinaire. Et puis, Jean-Marc, je te laisse la parole. Merci Karine. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Jean-Marc. Très bien. Eh bien, merci à tous d'être présents pour ce Club Excellence sur le sujet du management des connaissances. Alors, Club Excellence lié au label Montblanc Excellence, mais ouvert ce soir à toutes les entreprises intéressées. La vertu du diagnostic du label Montblanc Excellence est connue des labellisés. Diagnostic à 360 degrés de l'entreprise pour finalement détecter les points d'amélioration contributifs à leur stratégie et à leur déploiement. Mais il y a une autre vertu qui est peut-être moins connue, qui est finalement la détection des signaux faibles, des préoccupations des entreprises. Et ça, depuis qu'on a lancé le label, donc depuis 2010. Et il y a un signal faible, qui était de moins en moins faible d'ailleurs, de plus en plus préoccupant, qui remontait, qui était justement le transfert des connaissances de celles qui ne sont pas finalement, qui ne sont pas, qui ne rentrent pas dans le cadre finalement de compétences écrites et qui peuvent être notamment informelles et en particulier qui se posent lors des départs à la retraite. Alors, il y a Alain-Christophe Tiberghien là que je vois et qui va intervenir tout à l'heure, qui se souvient peut-être d'un club des 10 où il avait témoigné de cette préoccupation-là. Je pense que c'était en 2011 chez Toby. Alors, on est très content de l'avoir ce soir également comme témoin. Et c'est aussi un club des 10, et je parle sous le contrôle de Sandra Cheriti, son animatrice, qui a remis aussi ce sujet à l'ordre du jour avec l'intervention récente de MIT6, qu'on accueille ce soir et qui va présenter finalement les bonnes pratiques dans cette démarche. Donc on accueille Jérôme Laforcade et Nicolas Sensé de MIT6 qui vont nous présenter quelle peut être une démarche d'accompagnement dans ce domaine-là. Et on aura les interventions d'Alain-Christophe Tiberghien, donc responsable R&D de Stobby Connectors et qui a une longue expérience dans le domaine, ça remonte à 2011, ainsi que de Raphaël Chantocel, ingénieur chez GGD Direct. Donc merci à tous pour votre attention auprès de ces experts et on parlera ensuite effectivement comment cette expertise peut être déployée auprès des entreprises dans le cas d'innovation PME, mais je laisserai la main pour cela à Sandra Cheriti, à qui je la donne d'ailleurs tout de suite. Merci à tous. Merci Jean-Marc. Bon, effectivement, tu as déjà tout dit, donc j'ai peut-être plus rien à dire, si ce n'est que ça arrive toujours comme ça. En fait, on se rend compte qu'il y a quelqu'un dans le réseau qui a un besoin, et puis finalement la solution, elle est juste à côté. Cette fois-ci, c'était dans ce sens-là. Une autre fois, c'est moi qui ai un besoin et c'est Montblanc qui a la réponse. Peu importe. Bon, tu as fait toute la présentation, donc je propose qu'on laisse directement la parole à Jérôme et qu'on attaque. Eh bien, merci. Donc, merci de me donner la parole ce soir. Donc, ce que je vous propose, c'est de dérouler rapidement, peut-être juste l'identité de MIT6 en quelques mots, et puis ensuite attaquer sur la partie gestion des connaissances. Oui. Jérôme, excusez-moi, juste remettre votre caméra pour qu'on ait le plaisir de vous voir. Oui. Merci. Voilà. Super. Donc,
Gestion des connaissances. Alors, Mitsys, qui sommes-nous très rapidement? Si je vais y arriver, voilà. Mitsys est une société que j'ai démarrée donc en 2003 sur diverses activités de R&D pour aider les entreprises à résoudre des problèmes, à faire de la stratégie R&D. Et on s'est aperçu assez rapidement que pour résoudre des problèmes, il fallait avoir des connaissances et que ces connaissances, elles étaient la plupart du temps dans l'entreprise, mais elles étaient souvent difficiles à trouver. Dans certains cas, en tout cas, elles étaient difficiles à trouver, à répertorier. Et donc, on a démarré en 2013 une activité de knowledge management pour faciliter, je dirais, la récupération de ces concepts, la récupération de ces données qui sont, dans la plupart des cas, chez l'expert, chez un certain nombre de personnes, mais souvent pas écrites. Les gens avec qui on travaille aujourd'hui, donc très rapidement, voilà, je vais passer cette partie-là. Ça vous permettra de voir en gros les différents secteurs d'activité. Donc l'idée d'IDECAN, IDECAN, ça veut dire Information to Knowledge Network. C'est un acronyme américain, enfin anglais, puisqu'on a vocation à nous s'étendre à l'international, travailler avec des entreprises internationales évidemment. L'idée d'IDECAN, c'est d'établir des passerelles entre des silos de connaissances dans l'entreprise. Alors pourquoi on voit ça? Pourquoi le knowledge management? On va avoir deux grands types de problèmes que l'on va traiter. Un, c'est le départ d'un expert qui est dans l'entreprise et qui va générer des problèmes. Donc, vous avez quelqu'un qui sait faire des choses, qui a des connaissances. Ces connaissances sont exploitées dans différents domaines. Et cet expert, il peut partir. Alors, ça peut être un départ en retraite, ça peut être une mutation interne, ça peut être des accidents plus embêtants de la vie. Et puis, un deuxième cas de figure qui est, j'ai une petite entreprise qui va se développer dans différents secteurs d'activité, peut-être à l'international, et je détiens une expertise qui est extrêmement centralisée avec une ou deux personnes. Comment je fais finalement pour que cette expertise soit partagée sur ces nouvelles filiales par ces nouveaux marchés? Et donc, on voit que le manque d'experts ou le départ d'un expert, ça va engendrer des problèmes. Alors, ces problèmes, ils sont de différentes natures. Ça peut être, je suis confronté à une fabrication, j'arrive plus à fabriquer correctement mes produits. Ça peut être sur des développements de nouveaux produits. On a une perte de connaissance de nos clients. Ça peut être un problème de qualité. Ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, depuis des années, l'entreprise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller rechercher, elle va chercher à documenter l'information. Alors, cette partie documentation, c'est ce qu'on appelle l'information explicite. C'est tout ce qui est écrit dans l'entreprise. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup de fichiers, c'est beaucoup des plans, des fichiers Excel, des tableaux, des choses comme ça. Cette information, depuis une quarantaine d'années, on a développé des outils qui vont des moteurs de recherche à des gestions documentaires, à des outils de type PLM, ERP, etc., qui vont gérer ces documents et qui vont les exploiter au mieux. Bon, ça c'est bien et c'est fait. Alors c'est fait, c'est encore améliorable, mais c'est fait. Le gros problème, c'est que ce que l'expert a dans la tête, c'est pas fait. Et cette partie, on la nomme tacite. Et cette partie tacite, c'est quelque chose, on n'a pas encore trouvé la machine qui permet de brancher des petites électrodes sur la tête des gens et puis d'en extraire le jus de cerveau. Ça ne marche pas. Voilà, ça, on n'a pas. Et donc, c'est plutôt à cette partie-là que l'on va nous s'intéresser avec IDECAN. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a des études qui ont été menées par différentes universités qui montrent que la partie explicite écrite, ça représente 20% de l'information. Le tacite que les gens ont dans la tête, c'est 80%. Donc, cette perte et l'exploitation de ce que les gens ont dans la tête se révèle capitale dans certains domaines, évidemment.
Alors, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'est, pour vous voilà, faire un parallèle, on va dire, la partie explicite, imaginons que je vous mette dans un endroit, dans une forêt, et que je vous donne une carte IGN. Cette carte IGN, elle représente la partie explicite de l'information. C'est-à-dire que vous avez sur cette carte l'ensemble des informations visibles qui vous permet de quoi faire finalement pas grand-chose. Parce que si vous ne savez pas où vous vous trouvez, si vous ne savez pas par où il faut passer pour aller à un autre endroit, cette carte IGN, elle va être d'un secours, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on va rajouter sur cette partie explicite ce qu'on a fait récemment, c'est-à-dire un GPS. Et le GPS, c'est finalement, ça définit le chemin que vous devez emprunter sur l'information explicite. Alors ça marche très bien. Il y a des outils de type Waze aujourd'hui qui fonctionnent très bien. Certains d'entre vous peut-être l'utilisent. C'est des outils qui sont extrêmement performants et qui permettent effectivement de se repérer dans un ensemble de données. Alors, le GPS, évidemment, ça marche très bien sur une cartographie, sur une carte. Ça ne marche pas bien quand je suis confronté à un autre type de problème qui est, par exemple, je veux trouver un système, le meilleur système de fixation. Et là, on va sur Google, par exemple, et on va aller rechercher sur Google ce fameux meilleur système de fixation. Alors, Google, il va vous dire, voilà, la cartographie. Alors, c'est une toute petite partie de la cartographie que vous voyez là, évidemment. Voilà la cartographie des systèmes de fixation. Là, j'ai à boire et à manger là-dedans. Il y a de tout. Il y a sûrement des choses intéressantes, mais ce n'est pas parce que j'ai l'information que je sais me positionner et me dire « Tiens, la bonne information, c'est celle-là ». Qu'est-ce qui me manque? Il me manque finalement ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la cartographie, il manque le GPS. Il est où ce GPS? Et on s'aperçoit que ce GPS, finalement, ce sont les experts qui le détiennent. L'expert, quand vous lui posez une question, il va avoir la capacité d'utiliser l'information explicite pour vous repérer, pour vous dire exactement par où vous devez passer et définir le chemin vers la bonne réponse. La solution, elle n'est pas d'avoir toutes les réponses possibles à une question, mais elle est d'avoir la réponse pertinente. Et ça, c'est ce que l'expert sait faire généralement. Et donc, ce chemin, il est construit par quoi? Il est construit, et c'est à ça, bien sûr, qu'on va s'intéresser avec IDECAN, il va être construit à partir du contexte. C'est-à-dire, l'expert, il va vous dire, mais tu me poses la question d'un système de fixation, mais tu veux fixer quoi? Tu veux fixer sur quoi? Avec quelle durée? C'est quel poids? C'est-à-dire, il va vous aider finalement à définir le contexte dans lequel vous travaillez. Ensuite, il va vous donner du sens. Il va vous dire, ben non, cette solution-là, on l'a déjà utilisée dans le passé, mais attention, elle présente des défauts parce qu'on va avoir de la corrosion, parce qu'on va avoir un problème divers et variés qu'on a déjà rencontré. Il va vous donner un sens et il va vous dire, ça a marché, ça n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Et ce sont ces expériences-là qui définissent ce fameux chemin. Voilà. IDECAN, ce que l'on va faire avec IDECAN, c'est cartographier finalement ce que fait naturellement un expert lorsqu'il vous aide à répondre à vos questions. Alors, je vais m'arrêter tout de suite une toute petite seconde pour bien expliciter ce chemin-là. Ce chemin, on part d'une question initiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas à l'expert de donner les points d'entrée d'une base de connaissances, de la gestion des connaissances. La gestion des connaissances, elle doit servir à quelqu'un et pour un usage. Si vous n'avez pas répertorié ces usagers, ces utilisateurs et ces usages, ce n'est pas la peine d'aller voir l'expert pour capter ce qu'il sait. Il faut d'abord répertorier pourquoi faire et avec qui. Et une fois que vous avez ça, vous aurez le chemin qui guide avec l'expert, le chemin qui guide vers les bonnes réponses. Je vais faire une petite pause. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Attendez, parce que je vais sortir de là. Je vais essayer de voir s'il y a des questions. Alors. C'est bon, Jérôme, j'ai surveillé. Pour l'instant, pas de questions.
D'accord, tu surveilles et puis Oui, tu me dis quand ça il y a des marche. questions, il n'y a pas de problème, je m'interromps et Oui, oui. voilà. Je fais le guet. Pas de souci. Ok, donc, IDECAN, qu'est-ce que c'est? Notre société, elle s'intéresse à développer une plateforme logicielle qui lie les questions aux réponses de la même manière que ce que vos experts feraient face à cette question-là. Donc, comment on fait? On part, comme je vous l'ai dit, des usages. Donc, on part des problèmes, des questions, des demandes des utilisateurs pour des usages particuliers. On va répertorier ces questions-là, on va répertorier ces usages, et ensuite, on va aller voir des experts qui vont nous dire, voilà, pour cette question-là, on va préciser le contexte, on va préciser la question, on va expliquer la façon dont on y répond de manière optimum, et ensuite, nous, on va écrire avec vous les connaissances qui manquent et on va répertorier, bien sûr, les connaissances qui existent déjà dans l'entreprise. On ne va pas réécrire des documents qui sont déjà présents, évidemment. C'est comme pour le GPS. Sans une cartographie, le GPS, il ne sert à rien. IDECAN, sans les documents, sans les experts, sans l'information qui existe dans l'entreprise, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc, c'est un complément aux outils que vous utilisez déjà. Donc, je ne jetez rien à la poubelle. Voilà. Et en dernier lieu, à droite ici, on va également associer les bonnes personnes aux bonnes connaissances. Ce qu'on va mettre dans IDECAN, dans notre plateforme, c'est l'ensemble de ces informations-là. On ne met pas l'utilisateur encore, bon, mais on va mettre l'ensemble des éléments qui constituent les points d'entrée, les questions, le raisonnement, donc la façon dont les experts aboutissent aux bonnes solutions, les chemins, les connaissances elles-mêmes, et puis le réseau social, ce qu'on appelle les communautés de pratique, en l'occurrence, qui permettent d'aller plus loin sur ces briques de connaissances. Voilà, donc la plateforme collaborative, on l'a développée, l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui permet de rendre vivant le plus possible l'information et la connaissance. Une connaissance, ce n'est pas quelque chose qui s'écrit et que l'on ne touche plus. C'est quelque chose qui va vivre, qui doit changer, qui doit évoluer avec les demandes des clients, avec les évolutions technologiques, avec l'évolution de la société. Il faut que cette information soit disponible, rapidement mise à disposition, mais malléable également. Donc, on a développé cet outil-là justement pour répondre à cette problématique de rendre les choses extrêmement simples à updater et à pousser aux différents utilisateurs. Alors, comment on fait ça? On le fait évidemment avec des gens qui vont travailler avec les experts. Donc, on va travailler avec les experts pour démêler quelque part le raisonnement qu'utilise l'expert, qui n'est pas forcément conscient, qui est même parfois souvent intuitif, mais qui répond à un certain nombre de critères qui ont été là encore cartographiés. Il y a une méthodologie, il y a une théorie derrière ça qui permet de dire, voilà, si un expert sait mieux répondre à une question qu'une personne lambda, c'est parce qu'il utilise un certain nombre de mécanismes, et ces mécanismes sont homogènes pour tous les experts. Et donc, on va répertorier ces mécanismes-là et on va les formaliser dans cette base de connaissances. Je vous montre à quoi ça ressemble. On a une petite question, Jérôme, qui est arrivée de Frédéric Denisot, CCI Clermont-Ferrand. Faut-il repérer les usages ou les activités? Alors oui, absolument. L'idée, c'est dans une base de connaissances, l'idéal, c'est vraiment de partir des activités, des usages qui vont présider à cette base de connaissances. Alors pourquoi je dis ça? Il y a deux raisons. Historiquement, la gestion des connaissances a été faite par l'intermédiaire de livres de connaissances. Le livre de connaissances, c'est je travaille avec un expert et puis quelque part, j'essaie d'extraire son savoir sous une certaine forme. Alors, il y a différentes méthodologies qui existent, mais à la fin, j'obtiens un livre
qui est censé représenter les méthodes qu'utilise un expert pour répondre à différentes questions. Bon. Alors ça présente deux principaux désavantages. Le principal désavantage, c'est que quand vous avez qu'un expert, tout va bien. Vous avez fait un bouquin, tout va bien. Quand vous avez 10 experts, vous avez 10 livres différents qui ne communiquent pas. Quand vous avez 100 experts, vous avez 100 livres et ces livres ne communiquent toujours pas. Et donc, on a un problème de mise à jour, de cohérence de l'ensemble qui arrive assez rapidement dans ces démarches-là. Le deuxième défaut que va présenter cette démarche-là, c'est que c'est une démarche de type push, c'est-à-dire je vais générer de la connaissance et je vais demander à l'utilisateur, tiens, débrouille-toi avec ce bouquin, quel que soit l'usage, c'est le même bouquin pour tout le monde. C'est débrouille-toi avec ça, lis ce livre et tu vas avoir la révélation de ce qu'il faut faire. Ben, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. L'idée, c'est plutôt de se dire, je vais plutôt passer en pool, c'est-à-dire je vais tirer la connaissance par l'intermédiaire des usages. Je pars d'une activité et je vais me dire, quand je suis dans le domaine de la qualité, par exemple, je vais m'intéresser à certaines briques de connaissances et je vais aller travailler avec les experts en leur posant certaines questions, pas n'importe quoi. Quand je suis en R&D, je vais peut-être aller voir les mêmes experts, mais par l'intermédiaire d'autres types de questions. Et donc, l'idée de ces bases de connaissances, c'est de personnaliser finalement l'usage de cette connaissance pour un usage pratico-pratique, c'est-à-dire de s'assurer que derrière, les gens vont bien l'utiliser. Voilà. Donc, c'est vraiment la différence que l'on fait, nous. On a non pas 10 livres de connaissances ou 100 livres de connaissances, mais une seule base, mais qui est personnalisée pour l'usage. Et donc, les ROI, du coup, les retours sur investissement sont beaucoup plus faciles à obtenir, on ne va pas se mentir. Est-ce que ça répond à la question? A priori, oui. Sinon, on y reviendra à la fin s'il y a des questions supplémentaires. On va continuer. Oui. Et je voyais une autre question. Oui, OK, parfait. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais pas faire une démonstration très poussée de l'outil. Hein. Je vous montre en gros à quoi ça ressemble. On a ici une base de démonstration sur une activité qui est du soudage. Donc, vous imaginez que vous êtes dans une entreprise qui fait de la soudure. Alors, on n'est pas, nous, experts de soudure. Hein. On va pas voilà. Je ne veux pas vous faire un cours sur la soudure, ce n'est pas l'objet. C'est vraiment une base de démonstration qui montre la façon dont on utilise et dont est construite une base de connaissances. Donc, on a une base de connaissances qui s'intéresse à des gens qui font de la soudure. Ces soudeurs vont devoir vérifier la façon dont la soudure a été réalisée, et donc ils vont être confrontés à des problèmes de type des fissures, des projections, des problèmes de pénétration de la soudure ou d'inclusion. Bon. Alors, l'outil en lui-même, c'est un wiki. Hein. Vous voyez, ici, on va trouver finalement, c'est comme dans Wikipédia, si vous préférez, on a des liens. On peut cliquer sur les liens, ça ouvre des pages. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, l'usage a été répertorié ici sur la page de garde. On va aller voir présence de fissures. Et là, on commence à aller voir les experts. Et on leur dit, voilà, comment on traite un problème de fissure? Et là, l'expert, il me dit, bah, quelle fissure? Ça dépend. Et donc, il va me dire, voilà, les fissures, il y en a de différents types, de différentes sortes. Et en fonction du type de fissure, on va avoir des modes de résolution qui sont différents. Donc, on va dire, ben, j'ai des fissures longitudinales, j'ai des fissures de solidification, donc avec un petit schéma. Aussi étonnant que ça puisse paraître, quand on travaille avec une société, ce type d'information n'existe pas. Elle n'est pas écrite. Vous avez, c'est de la transmission orale quasiment. Vous avez dans l'entreprise des gens qui vont avoir écrit des choses sur la fissure longitudinale, des choses sur la fissure transversale, des choses sur des projets, mais faire le bilan de quand je suis confronté à une fissure, comment je dois attaquer le problème, ça n'est pas fait. Ou très peu. Voilà. Il ne faut pas non plus exagérer, il y a quelques boîtes qui font ça, mais c'est extrêmement rare. Donc, prenons un cas, fissure longitudinale, et là, je reviens voir l'expert qui va me redire effectivement, voilà comment ça se passe, voilà quels sont les types de fissures, et puis les causes et solutions.
Et donc, ici, on va me dire, j'ai de la présence d'hydrogène, j'ai la présence de martensite, etc. Bon, l'hydrogène, en l'occurrence, on va vous dire, pour diminuer la quantité d'hydrogène, voilà ce qu'il faut faire, avec une autre page qui vous permet de trouver les solutions permettant de traiter ça. Alors, très simplement, on ne va pas ouvrir la page, mais s'il y a de l'hydrogène dans le métal, vous allez avoir une fragilisation par l'hydrogène, diffusion d'hydrogène dans la matrice métallique. Et cet hydrogène, il peut provenir d'hydrocarbures, d'eau qui est sur la plaque à souder, par exemple. Donc, on va vous demander d'essuyer, on va vous demander de préchauffer les plaques, des choses comme ça pour éliminer les résidus contenant de l'hydrogène. Alors, les particularités maintenant de ce wiki. Des wikis, il y en a plein sur le marché. Il y a plusieurs particularités. Le premier, c'est la présence ici de différents types de liens. Vous voyez que j'ai des liens de type rouge et des liens de type bleu. J'ai un autre type de lien ici, des types gris, et je vais vous expliquer ce que c'est. En bleu, ça représente l'ensemble des connaissances contenues dans ma base de soudure. En rouge, ça correspond à une autre base que l'on peut greffer sur la base de soudure et qui vous dit qu'est-ce que c'est que la soudure et qu'est-ce que c'est qu'une composition chimique, qu'est-ce que c'est qu'un recuit. Certaines sociétés utilisent ça, par exemple, pour dire, voilà, je travaille sur quelque chose ici et je viens greffer par-dessus des informations qualité. Je viens greffer par-dessus des informations sur des clients. Je viens greffer par-dessus des informations sur de la fabrication ou de la R&D. Donc, on n'est pas obligé de tout mettre dans cette base-là. On peut avoir différents points de vue qui sont segmentés dans des bases différentes. Ça permet de gérer des droits d'accès. Ça permet d'avoir, par exemple, des CDD qui vont accéder à certains types d'informations et pas à d'autres, et ainsi de suite. Alors, on a également, comme je vous l'ai dit, il faut avoir accès à de l'information. Donc ici, on a des liens possibles vers des documents de type PowerPoint. On va se greffer sur un document qui se trouve sur un SharePoint, par exemple, sur une fissure sur un acier 2B5, j'en sais rien. Bref. La grosse difficulté des wikis, c'est la gestion des liens. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que je vais trouver un lien ici, ce lien, il va falloir que je le crée. Et ça, sur une base de démonstration qui fait une trentaine de pages, c'est facile. Sur une base réelle qui peut faire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de pages, ça devient un travail à temps plein, voire un temps plein pour plusieurs personnes. Ça devient ingérable. Alors, je le sais parce que je l'ai déjà essayé et il suffira de demander aux gens qui utilisent l'IDECAN tout à l'heure et vous verrez que c'est voilà, compliqué. Donc, on a développé un outil qui, lorsque vous éditez cette page-là, par exemple, je vais l'éditer, fait disparaître les liens. J'ai plus de liens, d'accord? J'ai du texte avec un petit éditeur où je peux rajouter des tableaux, des images, etc., etc. Mais je n'ai plus de liens. Et c'est l'outil qui va calculer de manière automatique les liens pertinents dans cette page-là en disant les mécanismes de fragilisation de l'hydrogène, il y a déjà une page qui parle de ça et donc paf, je vais voir cette page. Présence d'hydrogène, eh ben, on va me dire c'est homogène avec diminuer la quantité d'hydrogène. Donc l'outil va automatiquement générer les liens. Alors automatiquement, c'est pas magique, hein. On va avoir un mécanisme qui est simple, mais qui va produire ces liens entre guillemets facilement et gratuitement. Ça vous permet quoi? Ça vous permet à chaque fois que vous allez modifier quelque chose dans la base de connaissances, de vous assurer que ces liens sont faits de manière transparente et qu'il n'y a pas besoin de se dire ah ben tiens, j'ai oublié de faire un lien à tel endroit où j'ai détruit une page et j'ai des liens qui sont inactifs de partout. Voilà. Ces liens, on peut les voir, on peut les représenter également sous la forme de graphes. On va voir ça ici. Donc, en rouge, ici, vous avez les liens. On est sur la page fissure longitudinale. Et puis, on vient de présence de fissure, de la base de démonstration. Et puis, on peut aller voir ici, en aval, bien diminuer la quantité d'hydrogène. C'est en rapport avec la surface du cordon, des contraintes, etc. Donc, ces étapes-là représentent finalement ce que fait naturellement un expert lorsqu'il est confronté à la problématique présence de fissure. Il vous aide, c'est les différentes étapes qui vous permettent de préciser l'information.
On va trouver en vert ici des experts. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas standard dans un wiki, évidemment. C'est quelque chose que nous avons rajouté pour permettre la gestion de l'expert, hein, le réseau social de l'expert sur une fiche de connaissances. Et donc ici, on voit que l'expert, il s'appelle Jean User, peu importe. Et évidemment, je peux aller sélectionner cet utilisateur et voir les pages, ses expertises, les pages qu'il suit, donc les choses qui l'intéressent, éventuellement des projets, des choses comme ça, le contacter potentiellement aussi. Je vous ai parlé de réseau social, hein, on a un petit forum associé à chacune des pages et donc quand je pose une question ou que j'intègre en commentaire, ce commentaire est poussé automatiquement à l'expert pour pouvoir entamer un dialogue et potentiellement enrichir la page a posteriori. La connaissance, le forum, c'est aussi de la connaissance. C'est aussi de la connaissance. Je ne fais pas de distinction entre le contenu de la page ici et les échanges qui vont se nouer au fur et à mesure des usages et qui vont compléter cette page, qui peuvent être réintégrés par la suite dans la page ou pas, évidemment. Je vais terminer là-dessus en disant, voilà, on a aussi quelque chose qui, si je prends ce bout de paragraphe-là, ici, ce paragraphe, je n'ai pas de lien bleu, et donc je peux sélectionner ce bout de paragraphe et l'outil va aller faire une proximité sémantique entre ce paragraphe et puis d'autres pages de la base de connaissances. Et il va me dire, bah, tiens, ce que vous avez sélectionné, c'est en rapport avec manque de pénétration, fissure de solidification, surface du cordon, géométrie du cordon, etc. Avec un degré de pertinence. Voilà. Ça vous permet aussi, quand, je sais pas, vous dites, tiens, température de préchauffage, je me dis, est-ce que je n'ai pas fait une page qui s'appelle température de préchauffage? Bah, très rapidement, ça vous permet de voir que non et puis de créer cette page si nécessaire. Voilà. Très simplement. Donc, l'outil est très facile à manipuler. Bien sûr, on trace tout ce qui est fait, hein, les contributeurs, l'historique de modification, etc., etc., etc. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. On va J'avais continuer. une trentaine de minutes pour la présentation et la démo. Je m'arrête là, si vous voulez bien. Et puis, on peut entamer la discussion quand vous le souhaitez. Merci Jérôme. Sandra, je te laisse reprendre la main. Yes, merci. Merci Jérôme. Effectivement, avant le temps de questions, je propose qu'on laisse la parole à nos deux témoins. Donc vous pourrez le constater, hein, on a des niveaux d'avancement qui sont différents dans les entreprises puisque GGB a initié la démarche il y a déjà 5 ans. Donc on fera intervenir Raphaël dans une deuxième partie où on abordera plutôt la mise en place de l'outil et son utilisation au quotidien et surtout après 5 ans de retour d'expérience. Et dans un premier temps, on va laisser la parole à Alain-Christophe Tiberghien chez Stobli, puisque donc chez Stobli, la démarche de réflexion est déjà engagée. Il y a déjà eu un POC, mais vous êtes quand même moins avancé. Donc, le démarrage d'une démarche et d'expliquer les raisons qui vous ont poussé chez Stobli à aller vers ce type de solution de management des connaissances et les implications que ça apporte sera présenté dans une première partie. Je te laisse la main, Alain-Christophe. Alain-Christophe, c'est OK? Oui, très bien, oui, oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, alors, effectivement, en fait, mon court témoignage ce soir, bonjour à toutes et à tous déjà, il est plus en écho à ce que présentaient Jean-Marc et Sandra en introduction sur un club des 10 d'il y a une dizaine d'années, où nous avions commencé une démarche de digitalisation de nos données, notamment côté R&D, dont je reviendrai un petit peu plus en détail juste sur ce slide.
Et en fait, tout ça pour dire que c'est dans cette continuité de cette démarche que nous sommes allés jusqu'à se poser la question par rapport à la connaissance. Donc, si vous voulez, ici, j'ai repris un petit peu de manière un peu pratique à quoi pouvait correspondre ce que Jérôme vient de nous présenter. Donc, si on part des connaissances sur le produit, puisque le propos de ce soir que je voulais tenir dans le témoignage, c'est les connaissances produits, hein, puisque donc j'ai en charge le département de R&D chez Stobli de notre activité raccord rapide, hein, Connectors. Et en fait, entre l'explicite et le tacite, alors c'est ce que j'ai nommé avec mes propres mots données structurées et données non structurées. Donc on va retrouver beaucoup de choses dans les données structurées qui vont faire partie bien sûr des ERP, hein, toute la connaissance autour des composants, qui inclut d'ailleurs tout ce qui va permettre de les retrouver, et notamment la classification, leur structure R&D, leur structure de fabrication au sein des nomenclatures. Donc c'est toute la partie produit ici aussi. Et puis il va y avoir toute la partie gestion électronique de données qui vont concerner essentiellement les dossiers techniques de développement sur les affaires en cours, les produits de gamme en développement, ainsi que toutes les parties de validation de ces développements, donc ce qu'on appelle la GED. Et puis, ce que j'ai mis au milieu ici, qui fait justement écho à la présentation de 2011, c'est toute la partie des données performance du produit. Donc comment, et ça c'était le propos que j'avais tenu à l'époque, comment capitaliser les performances du produit pour pouvoir rapidement répondre à des questions techniques et en fait aller un peu plus loin jusqu'à l'élaboration d'un guide de choix qui, en fonction de spécifications qu'on donnerait dans ce guide de choix, nous donne en fait des possibles dans les gammes de produits existants en allant scanner la base de performance de produits. Donc ça, c'est des choses que nous avons mises en place à l'époque et qui continuent de se mettre en place avec des solutions de la société Bassetti qui s'appelle Tixma. Donc c'était le propos de l'époque, sachant qu'à l'époque, nous n'avions pas encore été jusqu'en amont de la saisie de toutes ces performances au niveau du labo d'essai. Et ces choses faites aujourd'hui, c'est pour ça que c'est tout intégré dans ce que l'on appelle communément le LIMS, les données, le Laboratory Information Management System. Voilà, donc ça, c'est ce que nous appelons les données structurées. Et puis, il nous reste tout le reste, hein. C'est ce qu'expliquait Jérôme, tout ce qui est dans la tête des gens qu'on aimerait bien récupérer en leur posant un casque sur la tête, justement, et qui va concerner, de notre côté, on a répertorié un certain nombre de thèmes, tout ce qui concerne les états de l'art, qui nous amène aussi à nos connaissances de notre concurrence, tout ce que l'on travaille en phase recherche, tout ce qui est dans les carnets de laboratoire, par exemple, tout ce qui touche au savoir-faire, tout ce qui touche au raisonnement. Donc là, on retrouve un petit peu la notion de GPS, mais aussi, très important, tout ce qui touche aux échecs, puisque souvent, on dit qu'on apprend beaucoup mieux de nos échecs, et en fait, on a du mal à capitaliser tout ça. On capitalise ce qui marche, on capitalise le produit, on capitalise ce qui se vend. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'informations qui résident aussi dans nos échecs. Et déjà, pour la simple raison de ne pas les reproduire, c'est intéressant de pouvoir les capitaliser. Et puis, bien sûr, dans des phases un peu, dans des domaines un peu annexes, ça peut être de la capitalisation de connaissances sur des technologies ou l'environnement dans lequel sont utilisés nos produits.
qui sont plus des environnements clients, on va dire, qui concernent un petit peu plus le super système dans lequel notre produit va s'intégrer. Et puis, peut-être aussi un petit clin d'œil, on se pose beaucoup la question sur comment capitaliser l'histoire d'un produit. Nous avons des produits aujourd'hui sur le marché qui datent des années 60. Hein. Alors, on a beaucoup de produits qui sont actuels, mais les plus anciens produits ne sont plus dans l'état dans lequel ils étaient le jour de leur mise sur le marché, de leur première mise sur le marché. Et finalement, l'histoire de toutes les modifications du produit, pourquoi le produit a été modifié à tel moment, pour quelles raisons, c'est quelque chose de très important pour nous et que l'on a du mal aujourd'hui à capitaliser. Et je pense que ce genre de solution est un bon moyen pour cette capitalisation. Donc voilà en gros sur la partie du scope, hein, quel est le scope des connaissances que l'on voit un peu dans ce projet à résoudre. Alors bien sûr, par rapport à un projet tel que celui-ci, il y a un certain nombre d'enjeux. Donc ces enjeux qu'on a voulu mettre un petit peu sur la table et puis de discuter avec les gens de MIT6 pour voir comment y répondre avec leurs solutions. Donc très rapidement, les enjeux sont de deux types. Le premier type d'enjeu, c'est les enjeux pour l'utilisateur. Donc de nouveau, on reprend un peu ce que Jérôme nous a dit dans la première partie. L'enjeu utilisateur, c'est de pouvoir partager la connaissance avec ses pairs, que ce soit en un site ou en multisite. C'est important de pouvoir partager cette connaissance afin qu'elle ne reste pas que dans la tête des gens et que l'on puisse amorcer des discussions avec le bon expert lorsque l'on a trouvé le bon expert. Et puis un point fondamental qui est ressorti aussi tout à l'heure, c'est comment je transmets la connaissance. Comment je transmets la connaissance, donc Jérôme a évoqué en cas d'un départ, mais aussi comment on transmet la connaissance quand on accueille nos jeunes concepteurs et qu'on les intègre dans l'équipe. C'est sûr que si on a des outils qui leur permettent déjà de dégrossir beaucoup d'aspects, beaucoup de choses, notamment dans les savoir-faire et dans les raisonnements, eh bien, ça les rendra opérationnels dans leur travail quotidien beaucoup plus rapidement. L'aspect accéder à la connaissance universelle, c'est ce qu'a démontré aussi Jérôme dans la petite démo, c'est que du coup, on peut aussi élargir notre champ de connaissances aux connaissances qui sont du domaine public et qui se branchent sur des bases de données extérieures où on n'a pas besoin de réinventer la roue quand l'information existe déjà à l'extérieur. Et puis, un point crucial, c'est l'accès à la connaissance. Et je crois que Jérôme en a aussi un peu parlé, notamment quand il parlait des portes d'entrée. Donc, ce n'est pas le système GPS et ce ne sont pas les experts qui doivent définir ces clés de porte d'entrée. Et ça, c'était vraiment une chose très importante pour nous à réfléchir pour que l'utilisateur ne soit pas perdu et que la base, finalement, soit une base exploitable pour lui, qu'elle serve, parce qu'on va voir que justement la deuxième catégorie d'enjeux, ce sont les enjeux au niveau de la gestion et de l'utilisation. La gestion et de l'animation de cette base. Donc en fait, le point important, c'est l'organisation, notamment dans la collecte de la connaissance. Donc on a vu que MIT6 propose
une méthode qui est l'interview des experts. Et puis, à partir de ces interviews, il faut arriver à structurer un peu tout ça. On a vu les cartes mentales que Jérôme nous a présentées. Donc ça, c'est un aspect assez primordial sur comment je vais finalement structurer des données qui ne le sont pas et qui vont nous permettre à l'utilisateur de pouvoir accéder à la bonne information qui va vouloir de manière optimum et donc définir les clés d'entrée. Le point est aussi de voir comment optimiser ou minimiser les ressources dédiées à cette gestion et à cette animation. Parce que ce qui est important, c'est que quoi qu'il arrive, cela va prendre de l'énergie, du temps à maintenir une telle base, et encore faudra-t-il que les gens s'en servent pour qu'on ait un réel bénéfice entre le temps passé, l'énergie et le coût et tout ce que l'on va en retirer au quotidien. Donc c'est la qualité de l'organisation de l'information, la qualité de l'information et la facilité d'accès à l'information va vraiment conditionner la réussite du projet. Et je pense que le témoignage de Raphaël qui va suivre va pouvoir nous éclairer un petit peu là-dessus. Et puis, le dernier enjeu, question gestion et animation, pour nous, c'était de trouver une sorte de formalisme un peu homogène pour que cela parte pas un peu dans tous les sens, que les gens se retrouvent bien et puis que ça permette de créer toutes ces fiches de manière le plus rapidement possible. Donc finalement, nous sommes arrivés avec MIT6 à créer une preuve de concept, un POC, donc, qui commence un peu à dater. Ça a été mis en place fin 2019 et puis on devait continuer en 2020 si la crise ne nous avait pas un peu frappé de plein fouet comme un peu tout le monde. Donc c'est quelque chose que l'on va certainement réactiver cette année. Et donc voilà, on a mis en place une sorte d'embryon de solution avec I2KN sur une thématique un peu particulière. Et ce que l'on voit ici, c'est le portail en mode un peu proto d'à quoi pourrait ressembler notre base pour notre activité raccord. Et surtout, vous voyez la concrétisation des clés d'entrée qui sont très importantes pour l'utilisateur. Vous voyez, les trois pavés sont les trois clés d'entrée principales selon la question que se pose l'utilisateur. À la fois, est-ce que c'est une question qui a trait à la technologie des raccords rapides ou à des fonctions intrinsèques du raccord rapide, une fonction technique, où là on accédera à une autre page d'entrée, ou alors une question qui est plutôt par un biais de contraintes environnementales dans lesquelles vont évoluer nos produits. Et puis à ces trois clés d'entrée qui nous ont pris quand même pas mal de temps de réflexion ensemble avec les équipes de MIT6, on peut rajouter une quatrième clé qui est peut-être un peu secondaire, mais en fait, on relie toutes nos pages avec un étiquetage au niveau des grandes familles de produits. Et du coup, on peut retrouver une quatrième clé par les familles de produits et savoir pour une famille de produits dans quelle page elles ont été prises comme référence. Donc, on a le sentiment qu'avec ces quatre clés d'entrée, l'utilisateur est vraiment armé pour pouvoir trouver son cheminement GPS, comme l'expliquait Jérôme, de la manière la plus optimum possible et pouvoir démarrer par la suite une discussion plus approfondie, si nécessaire, avec l'expert en question. Voilà un peu ce que j'avais à présenter ce soir,
en laissant bien sûr la parole à Raphaël qui, lui, va rentrer beaucoup plus dans le détail de la solution. Merci Alain-Christophe. Donc effectivement, Raphaël, on va maintenant te laisser la main. Juste en guise de passe-plat, effectivement, Raphaël, on avait prévu que tu nous parles de la mise en place de l'outil chez GGB et de son utilisation au quotidien. Il y a une question dans le chat et je pense que tu avais déjà prévu la réponse dans ton intervention, mais je te la cite au cas où. Quelles sont les conditions et les déclencheurs en entreprise qui vont amener les experts à documenter et partager en mode wiki plutôt qu'à garder leurs expertises? Donc, c'est comment inciter les gens à vraiment partager. Je pense que tu avais prévu de l'aborder. Je te laisse la parole. À tout à l'heure. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui, oui, très bien, oui, très bien. Très bien. Merci. Du coup, là, je suis en train de partager mon écran. Alors, c'est un PowerPoint. Vous me dites si vous le voyez. Ouais. Ok. Bon. C'est tout bon pour l'écran? Très bien, Raphaël, merci. Ok, merci. Attendez. Alors, du coup, j'ai commencé ma présentation par une liste de questions. Alors ici, vous voyez mon écran et ce petit logo, je vais y revenir dessus. C'est comment chez nous, on a baptisé I2KN au bout de quelques temps pour donner plus de sentiments d'appartenance et que les gens se retrouvent un peu là-dedans. Donc moi, je suis Raphaël Chantosset, je suis ingénieur développement produits procédés à GGB et du coup, je suis pilote de l'initiative Knowledge Management depuis 5 ans. Donc, il y a plein de questions qu'on se pose quand on fait de la gestion des connaissances et j'ai décidé de l'aborder dans la première slide. Après, je ne détaillerai pas tout, mais c'est des questions qu'on s'est posées, qu'on a résolues, pas totalement, partiellement ou qu'on se pose encore. Et du coup, vous êtes les bienvenus pour poser des questions à propos de ça maintenant ou plus tard si vous le désirez. Alors, nous, on s'est déjà dit qu'est-ce que c'est notre définition du knowledge management au début et pourquoi on va en faire. Quelles sont les solutions potentielles et la solution qu'on a choisie, donc de partir avec MIT6. Comment est-ce qu'on mesure les progrès? Et là, c'était important pour montrer à notre management que ça marchait d'avoir des KPI. Comment choisir les sujets aussi? Parce qu'on a une infinité de sujets, on a un océan de sujets et il faut bien commencer par quelque chose. Et du coup, comment les choisir, c'est important. Une question qu'on se pose beaucoup et on s'est tenté dans cet exercice qui est quand même assez délicat, c'est comment estimer le retour sur investissement et les économies associées au knowledge management. Comment est-ce qu'on est devenu aussi de plus en plus autonome? Ça, c'est une question qu'on a abordée dès le départ avec l'aide de MIT6. Comment structurer et gouverner? Parce qu'au bout d'un moment, on doit créer son réseau, c'est ce que disait Alain-Christophe. Et comment est-ce qu'on peut animer, s'assurer que ça vit et que les gens y vont, ça c'est quand même quelque chose de fondamental. Comment aussi, Jérôme en a parlé, capturer le savoir des départs d'experts, et ça c'est quelque chose aujourd'hui qui marche plutôt bien. Et comment s'assurer que notre initiative est visible. Donc, je ne répondrai pas à tout dans cette présentation, mais après, j'ai d'autres slides si vous souhaitez, où on pourra en discuter un peu plus tard. Donc, alors, pourquoi on a fait du knowledge management? Déjà, à la base, et ça va peut-être répondre un peu à la question qui était posée sur le chat par, alors moi je vois Group Systems, je ne sais pas qui l'a posé. Donc déjà on en fait pour nous et ça c'est super important. On fait pas du knowledge management parce que ça fait bien de faire de la gestion des connaissances ou parce que faut répondre à une norme ou des choses comme ça. Alors ça peut se faire, ça peut être un appui, mais d'abord c'est pour nous. L'intérêt il est pour nous. On a passé pas mal de temps à analyser les conséquences de l'absence de gestion des connaissances qu'on avait. Alors après, gestion des connaissances, on a comme tout le monde, on a un Drive, on a un SharePoint, on a des documents, mais il faut quand même s'y retrouver dedans. Disons que, comme dirait Jérôme, on a la carte routière, mais le GPS, c'était encore pas ça.
Il faut aussi avoir conscience et combattre les duplications et les pertes de connaissances qui arrivent dans chaque entreprise et un petit peu partout dans la compagnie au cours des années. En fait, nous, on a commencé à faire des interviews avec chaque service, de dire est-ce que tu penses que là, on a perdu des connaissances dans certains domaines? Et la liste a été vite très très longue et vite très très chère. Donc, on a des ressources qu'on consomme, à faire ce qu'on appelle chez nous, particulièrement à GGB, des zombie projects, parce qu'on a déjà fait ces projets, mais on ne s'en rappelle plus, on a tout perdu. Donc, ça consomme du temps et de l'argent, et on ferait mieux de les utiliser dans de nouvelles tâches, comme de l'innovation, par exemple. Donc, partant de ce constat-là, on a aussi une des pierres fondamentales qui est une analyse des forces et des faiblesses de notre équipe qu'on a faite en 2016, où l'absence de knowledge management était revenue vraiment comme un critère à 7 sur 8. Donc, ça a donné vraiment le départ de cette initiative. Alors après, la question, c'est comment faire que les experts vont pas garder leur savoir et le mettre sous forme de wiki? J'ai envie de dire, c'est un petit peu la même chose que comment faire écrire des rapports aux experts. Finalement, c'est de les faire délivrer leurs connaissances. Et concrètement, nous, on ne s'est pas tellement heurté à des gens qui ne voulaient pas délivrer leurs connaissances. Le savoir, c'est le pouvoir. On l'a pas trop eu. Mais par contre, comment faire passer du temps aux gens et leur prouver que ça va leur servir dans le futur, que ça va être du temps gagné sur le temps. Et ça, c'est super important. Et en leur prouvant que finalement, la carte routière, c'est pas suffisant, que le Google Drive, le SharePoint de Microsoft, c'est des choses, au bout d'un moment, on s'y retrouve plus trop. Donc, il va vraiment falloir développer ensemble ce GPS. Donc, alors je dirais pas que c'est fait en 2 secondes, mais ça prend du temps. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on en fait. Alors, c'est jamais parfait, mais petit à petit, la culture, elle commence à s'installer et il y a un rôle crucial du management. Donc, nous, on a eu aussi cette chance-là, qu'on a été soutenu par notre management, qui a été convaincu que c'était bon pour nous, parce qu'il faut à un moment mettre ça dans les objectifs. Il va falloir aussi nous laisser le temps de le faire et nous laisser communiquer pour pouvoir faire la promotion de la gestion des connaissances. Donc ça, c'est un ensemble de choses, mais ça prend du temps et ça vient beaucoup avec la culture d'entreprise. Alors ça, c'était le pourquoi. Alors maintenant, un peu la chronologie de développement de déploiement pour faire écho à ce que disait Alain Christophe. Alors nous, ça a commencé en 2016. Où on a fait un benchmark des solutions existantes et je me souviens avoir rencontré Mitsys, je pense que c'était déjà organisé par TESAM. C'était lors d'une conférence au CERN à Genève. Donc pareil, avec des témoins de chez Arémon, je crois, à l'époque. Donc c'était au départ dans notre benchmark de solutions. Donc en 2017, on s'est décidé pour faire une preuve de concept. Ça fait à peu près 4 ans maintenant qu'on a attaqué la preuve de concept. C'était au mois d'avril. On a fait une preuve de concept sur un sujet. Alors, je ne sais pas si je le dis là, c'était sur un sujet qui nous tenait à cœur parce que c'était un sujet où il y avait beaucoup d'opinions différentes selon les personnes, selon les continents, qui était le PTFE, le polymère qu'on utilise pratiquement le plus à GGB, où il y a beaucoup de choses qui existent, mais finalement, pour notre domaine, il y en a, mais il y a aussi beaucoup de contradictions et on a voulu faire ça comme un peu éprouver le concept et le faire avec des collègues américains, des collègues français, donc pour que ce soit pas que local, on va dire. Donc cette preuve de concept s'est bien passée. Donc là, on était avec notre consultante du départ, Susanna. On a eu 80% de satisfaction. Ça a été une bonne preuve de concept. Et ensuite, on a commencé à déployer avec d'autres petites preuves de concept et puis vraiment un déploiement dans notre partie de la R&D avec un investissement significatif. Au départ, on a acheté des licences et puis pas mal d'heures de consulting. Moi, j'ai suivi aussi une formation donnée par Mitsys, la certification I2KN, où ça m'a permis en fait, de plonger dans le monde des consultants de Mitsys et de voir ce que c'était d'interviewer, ce que c'était de capitaliser et d'animer aussi.
ce qui est super important. Alors ça, c'était une formation très pratico-pratique avec différents consultants dans différents pays et avec différents publics, on va dire. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment tester tous les publics, puisque je pense que comme chez tout le monde, l'expert, il peut très bien être opérateur, technicien, ingénieur ou docteur. Et aujourd'hui, même, on reconnaît que les stagiaires et nos alternants deviennent des vrais experts, puisqu'ils travaillent souvent 3 ou 6 mois sur un sujet en particulier. Donc, on les capitalise aussi avant leur départ. Donc, cet aspect un peu universel de la capitalisation, ça nous a beaucoup aidé pour en recueillir les forces, mais aussi les challenges. Et en 2019 et aujourd'hui encore, on continue le déploiement et on essaye d'assurer un bon mix entre la capitalisation interne et le support des consultants, qu'aujourd'hui on sollicite toujours pour avoir au moins une vue d'ensemble de notre base, puisqu'on a des sous-pilotes dans la base qui s'occupent d'une partie, parce qu'aujourd'hui c'est très difficile avec le grossissement de notre base de tout connaître de la base. Donc là, on a vraiment encore bien besoin de MIT6. Donc, on a créé une structure par pilier du service, où on a des piliers, donc on a plusieurs sous-divisions du service, et on a créé des pilotes, on appelle ça des KM Champions. Donc ça, c'est la première couche. Ils rapportent à leur manager, ils font en sorte qu'on met la gestion des connaissances dans les objectifs. Et moi, je pilote globalement tous ces champions pour donner de la consistance à l'initiative. Et aujourd'hui, même ces KM champions, ils ne suffisent plus. Donc, on a ce qu'on appelle des thématiques leaders qui, sur un thème, doivent pas forcément capitaliser, mais s'assurer que la capitalisation, la mise à jour se fait bien. Donc, c'est vraiment un réseau qu'on a créé et qui est nécessaire si on veut animer et si on veut continuer d'aller plus loin. Les sujets sont choisis avec attention, parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout capitaliser. Et cette méthodologie-là, elle est appliquée avec succès pour les experts qui sont sur le départ, qu'on capitalise notamment grâce à I2KN. Alors, je pense que c'est en 2018 aussi qu'on a décidé de faire un brainstorming pour donner un petit nom personnalisé à notre I2KN. Et donc, on a créé GGBrain. Vous pouvez voir, donc on a créé un petit logo en haut à droite. Et donc, ça donnait plus de sentiment d'appartenance à l'initiative. Et comme Jérôme aime bien l'allusion au GPS, nous, on aime bien l'allusion au cerveau, parce que quelque part, pour nous, le cerveau, c'est un peu notre GPS personnel de la connaissance. Donc on trouvait l'image assez pertinente. Donc là, je viens sur les résultats. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas surveillé le chat, Sandra, mais je n'ai pas l'impression. Ok. Du coup, je continue. Oui, c'est bon, merci. Alors du coup, en termes de résultats, donc il y en a plein de toutes sortes de KPI qu'on peut recueillir. Nous, on a regardé comment est-ce que les contributeurs, le nombre de contributeurs grossissait, et puis aussi l'intérêt. Alors le nombre de pages, c'est une chose, il y a bien sûr la qualité, mais il y a aussi le nombre de pages vues. Alors le nombre de pages et les pages vues, donc ils ont grossi comme ça depuis 2017. Donc à la fin de la première preuve de concept, on était à 80. Et puis au fur et à mesure, on a grossi la base. Alors on sait qu'on ne créera peut-être pas 200 pages par an, mais la quantité, c'est pas le plus important. On veut aussi de la qualité, puis on veut de plus en plus de contributeurs et de lecteurs, tout en gardant une confidentialité. Ce que vous pouvez voir aussi, et ça c'est un des atouts de la solution, c'est qu'on a pu créer une deuxième base pour des questions de confidentialité. On ne voulait pas que cette nouvelle base, elle soit accessible à tout le monde. Donc on a créé une nouvelle base et qui communique parfaitement avec la première, mais avec restriction des droits d'accès. Et puis, alors ce qui est quand même aussi pertinent, c'est comment les gens la consultent et le nombre de pages vues par mois.
Donc, on est parti de à peu près un petit millier en 2018 et aujourd'hui, on est en 2020, on était un petit peu plus de 3000 et notamment avec la nouvelle base qui est elle aussi bien consultée. Donc ça, c'est des petits KPI qu'on suit avec l'aide 2006. Et puis aussi en interne, ce qui nous a aussi fait plaisir, c'est qu'on a eu le prix du président NPro, donc le groupe dont on fait partie dans la catégorie Co-Creating NPro, qui encourage toutes les initiatives telles que Knowledge Management, par exemple. Donc ça, c'est un prix qu'on a obtenu en 2020. Alors, au niveau des bénéfices globaux du knowledge management, nous, on a ressenti une belle communication entre départements. Alors, cette communication entre départements, il faut savoir que nous, on parle souvent dans un triangle design-produit, tribologie, donc c'est les tests et la performance de nos produits, et les applications. Donc, un des challenges chez nous, c'est comment bien faire communiquer ces trois pôles. Et on trouve beaucoup de gestion de connaissances qui sont soit à l'interface de deux pôles, soit au milieu des trois pôles. Donc, on a GGBrain et Tribochem, nos deux bases. Et puis, on a différents sujets. Alors, pour revenir sur ce que disait Alain Christophe, le design produit va beaucoup travailler, c'est une des entrées, sur les matières premières. Alors, les matières premières, nous, par exemple, on ne va pas donner les généralités du PTFE, mais on va dire quel PTFE faut choisir pour les produits GGB et dans quel produit GGB et pourquoi. Alors, des fois, c'est des raisons tout à fait techniques et puis des fois, c'est parce qu'il y en a un qui est sorti sur le marché, qu'on est venu nous le proposer, qu'on l'a essayé et puis que ça marchait très bien. Donc, des descriptions de problématiques. Ce que disait aussi Alain Christophe, c'est on capitalise souvent nos succès, assez peu nos échecs, ça c'est aussi dans notre culture, et pourtant c'est quand même super important. Un des exemples qui a bien marché dans le pôle tribologie et application, c'est comment capitaliser les retours clients et savoir les modes de défaillance de nos paliers. Donc ça, c'est quelque chose qui a aussi bien marché. En termes d'application, c'est les capacités de production. On a aussi de plus en plus de customer case qui sont dans la base. Et puis, en tribologie, c'est pour les experts. Je veux tester mon matériau. Je suis product design engineer, comme moi, par exemple. Quel banc je vais sélectionner? Comment comprendre les fondamentaux de la tribologie? Et puis, quelque chose de super important aussi, c'est le départ de nos personnes techniques. Et on appelle ça chez nous l'héritage technique. Donc, on organise, alors plus ou moins longtemps, mais dès qu'on sait qu'ils vont partir, alors ça peut être 3 mois, ça peut être 1 an, ça peut des fois être que 15 jours en fonction, mais c'est jamais trop tard et on essaye toujours de faire quelque chose. Ce qu'a dit aussi Alain Christophe, j'y fais encore écho, nous on fait des descriptions de nos produits sous GGBrain et où on insiste beaucoup sur l'historique de nos produits. Parce qu'effectivement, on a des produits qui sont anciens, on a des produits qui sont nouveaux et comprendre pourquoi telle ou telle chose a changé, parfois c'est vraiment très important. Et du coup, ça peut vraiment guider le futur. Donc ça, c'est pour les bénéfices. Alors, il y en a bien d'autres, mais notamment la communication entre ces trois pôles, ces trois départements. Voilà, donc il y avait toutes les questions que j'ai posées au début. Si je dois faire une conclusion aujourd'hui, c'est qu'après un peu plus de 4 ans d'initiative KM, c'est un sujet qui est passionnant. En tout cas, pour moi qui suis pilote, c'est super intéressant et qui est au confluent entre ce qu'on peut avoir de technique et d'humain. Parce qu'en général, les experts sont contents. Encore une fois, j'ai pas rencontré d'experts vraiment réfractaires et sont contents de délivrer leur savoir. Ils n'ont pas toujours le temps, ils n'ont pas toujours la culture de l'écrit, mais globalement, ils sont très contents de pouvoir dire moi, je sais ça. Ensuite, il ne faut pas se le cacher, ça prend des ressources, ça prend énormément d'énergie. Et aujourd'hui, on voit qu'avec des gens qu'on a essayé de pousser à le faire, à prendre des responsabilités, ça ne marche pas parce qu'il faut quand même y croire et il faut vraiment avoir de la passion pour ça, comme certains ont de la passion pour l'innovation ou des choses comme ça, parce qu'il faut passer de l'énergie à capitaliser, à convaincre, à montrer les progrès et les bénéfices. Donc ça, c'est super important. On a beaucoup d'outils. Alors, on a GGBrain, c'est vrai, et c'est le cerveau, mais on a aussi développé des concepts de lessons learned, de living expert qui finissent
plus ou moins par arriver en relation avec GGBrain, et d'autres approches aussi, comme les communautés de pratique, les choses comme ça. Et on en a bien d'autres à apprendre. On a aussi des outils, on a développé des outils en s'inspirant de la littérature sur le choix des sujets, qui donnent une représentation graphique de la priorité des sujets à capitaliser. Et on en a bien plus à développer encore. C'est un concept, le knowledge management, comme peut l'être la sécurité en entreprise. On pourrait dire que c'est la sécurité de nos connaissances qui s'intègre doucement mais sûrement dans la culture de notre compagnie. Et la dernière chose, mais c'est pas des moindres, c'est qu'aujourd'hui, on a rencontré, alors Mitsys, Stobli, des personnes qui partagent la même passion, avec qui on va continuer à travailler et à échanger. Et ça, je vous le recommande fortement. Donc moi, aujourd'hui, j'ai développé tout un réseau de connaissances pour la gestion des connaissances. Et c'est vraiment passionnant de discuter avec eux. Alors, ici, vous avez en gros un réseau que j'ai pu me créer. Alors, il y a des gens locaux, hein, on reconnaît NTN, SNR. On reconnaît des gens qui travaillent sur la gestion des connaissances. On a Mitsys, on a aussi discuté avec des gens comme Ardence. On s'est créé beaucoup de réseaux avec Becton Dickinson, Sanofi, des gens qui travaillent dans diverses industries. Alors, des grands groupes, on peut reconnaître Total, on peut reconnaître Air Liquide, mais on a aussi voulu des groupes qui soient à notre échelle de personnes. Donc ça, c'est le cas de Baikowski, Europe Technologies, qui est plutôt un regroupement de PME. Donc, en quelque sorte, je dirais, le knowledge management, c'est pas réservé aux grands groupes ou c'est pas réservé aux PME. Mais faut savoir que ça va prendre de l'énergie. Ça touche les industries, mais pas que. Ici, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais ça, c'est l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers. On communique régulièrement sur le sujet du KM. On n'a rien à se cacher parce que moi, je fais des bearings et eux, ils font de la formation au feu, mais ils sont tout bonnement passionnants au niveau de transmettre les connaissances, les capitaliser. Dernièrement, on parlait avec la personne qui est en responsable des innovations pédagogiques, qu'eux font des serious games, par exemple, pour former les nouveaux pompiers. En fait, c'est former les gens sur la base de ce qu'ils ont l'habitude de voir dans leur expérience perso. Aujourd'hui, les gros handbooks, ça marche pas forcément. Mais ce que veulent les gens, c'est des wikis, c'est des serious games, c'est des mises en situation réelle, des lunettes de réalité augmentée, virtuelle, etc. Donc, c'est aussi de l'adaptation au niveau des innovations pédagogiques. Donc, voilà, ça c'est ma dernière slide. Et c'est vraiment important d'avoir un réseau et on se le crée facilement, notamment dans les rencontres Mitsys ou avec des gens comme moi, comme Alain Christophe, qui, je suis sûr, vous donnera ses contacts. Voilà, donc ça c'était pour ma présentation et je vous remercie de votre attention. Merci Raphaël. Peut-être tout de suite une question qui vous était adressée, Frédéric Denisot, pour la CCI de Clermont. Votre encadrement a-t-il été formé au knowledge management? Pas spécialement, mais en fait, on s'est formé, je dirais, en interne, en faisant des présentations, en faisant du benchmark. Je sais que ça existe, hein. Il y a des sociétés qui le proposent. Je pense même que Mitsys peut intervenir sur ces sujets-là. Mais je dirais que les personnes qui ont formé le plus le management, finalement, c'était mon manager, Michael Vernois, et moi-même. Merci. On va revenir sur la question de Christian Lamarque pour Ugitech qui s'adressait plus à Alain Christophe. Quelles sont les conditions et les déclencheurs en entreprise qui vont amener les experts à documenter et à partager en mode wiki plutôt qu'à garder leurs expertises? Question qui peut s'adresser à vous, Raphaël, aussi d'ailleurs. Mmh. Oui, en fait, je pense que Raphaël a déjà partiellement répondu à la question. On s'est posé le problème en se disant, tiens, quand on va attaquer les interviews avec Mitsys de nos experts, alors on avait du mal avec ce mot expert parce que chez nous, il n'est pas trop employé. On ne voudrait pas mettre de hiérarchie entre chaque personne des équipes et chacun
étant détenteur un peu d'une expertise particulière. Mais bon, peu importe, on s'est dit comment est-ce que ça va être perçu, comment ça va être pris par ces gens-là. Alors, on avait choisi comme sujet le sujet d'une personne qui partait à la retraite. Il est parti ce printemps, donc ça faisait à peu près un an avant qu'il parte, et qui était en train de transmettre à son successeur un certain nombre de choses. Et on s'est dit, pourquoi on ne prendrait pas cet exemple puisqu'en plus, il nous servirait pour la suite, quoi. Et en fait, on s'est aperçu que ça a donné une émulation à cette transmission de savoir entre ces deux personnes, que ça a complètement démultiplié. Et en fait, les gens sont vraiment friands de discuter sur leur sujet. C'est une sorte de valorisation pour eux. Ils se disent, au moins, ce que je sais, ce que je connais, va servir l'entreprise. Je suis content, je suis heureux, je suis fier de pouvoir le capitaliser et que ce soit à disposition d'autres personnes du service. Donc on a été complètement surpris, je dirais, par l'inverse de ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Voilà, donc je pense que tout le monde est un peu dans ce mindset chez nous, en se disant, c'est plutôt le contraire, j'ai plein de connaissances et personne ne me demande jamais trop. Des fois, c'est les experts eux-mêmes qui vont voir les jeunes en disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non, c'est pas comme ça. Ils sont en besoin de pouvoir exprimer ça. Je peux peut-être rajouter quelque chose. Donc Jérôme Laforcade qui parle là. On a chez nos clients, de mémoire, je n'ai pas connu de situation dans lesquelles les experts refusaient de capitaliser, quel que soit le mode, que ce soit en départ à la retraite, que ce soit en mode fil de l'eau, etc. À partir du moment où ces experts voient qu'il y a un usage qui est fait de leurs connaissances pour le bien de l'entreprise. Il y a un seul cas qui ne fonctionne pas et qui empêche la gestion, la récupération de ces informations, c'est quand l'entreprise a un plan de licenciement en cours. Ça, je vous le dis, faire de la capitalisation de connaissances auprès d'experts quand il y a un plan de licenciement, très honnêtement, ça ne marche pas. Ouais. Alors moi, je voulais revenir sur ce que tu disais, Alain Christophe. Et effectivement, hein, moi, j'ai pas connu de souci de rétention d'informations. Les gens ont parfois pas le temps. Alors, le temps d'être interviewé, ça, ils le prennent. Parce que, en fait, la plupart des gens aiment parler de ce qu'ils savent. C'est quand même super valorisant de parler de ses connaissances, d'être un expert. Donc ça, je te rejoins tout à fait. Ensuite, relire les pages qu'on a écrites, ça, faut plus les relancer et les modifier. Donc ça, clairement, c'est des choses, on y arrive, mais ça demande plus d'efforts. Et Jérôme, pour revenir sur ce que tu dis, alors je ne sais pas si c'est parce que vous êtes organisme extérieur ou parce que nous, on vit une situation tout à fait exceptionnelle. En ce moment, je ne vais pas vous le cacher, on a un plan de licenciement qui va faire partir 7 personnes. Et je suis bluffé par l'attitude qu'ont ces 7 personnes de transmission des connaissances. C'est incroyable. Ça fait plusieurs années que tu as mis en place ça, Raphaël. Oui, ça fait plusieurs années, c'est clair, hein, Jérôme. Mais c'est pas dans mon service. C'est une culture d'entreprise qui n'est pas, démarrer, honnêtement, démarrer une gestion de connaissances, du knowledge management dans une entreprise qui annonce un plan de licenciement, c'est chaud. Moi, on a déjà eu le cas, c'est le seul cas, hein, où moi j'ai eu quelqu'un dans un ascenseur qui m'a dit, mais vous êtes là pourquoi? Pour qu'on me vire plus tôt? Honnêtement, on savait qu'on n'allait rien en tirer. Moi, je vais rajouter quelque chose, Jérôme, là-dessus. Donc, nos 7 experts sont tout à fait enclins à capitaliser, à transmettre leurs connaissances. On a organisé des réunions, déjà, quand je les ai au téléphone, on discute librement.
je vais quand même pouvoir vous raconter une histoire, et ça, c'est une sacrée expérience. C'est que quand on a commencé, nous, notre certification, enfin ma certification, on est allé avec un des consultants, Coralie Brun, à Dieuze. Et je pense qu'on s'y est bien pris aussi, parce qu'elle avait l'expérience. C'était que des opérateurs qu'on interviewait, mais je dirais on y allait avec beaucoup d'humilité. Et ils nous ont délivré, on a fait 4 fois 2 heures d'interview. C'était hyper fatigant. Mais à la fin, on a créé la base de notre société là-bas, qui était super et qui a beaucoup plu aux experts opérateurs. Et à la fin, il y a le responsable de production qui nous a dit, il y a quelques années, on nous a imposé une SWAT team, alors c'est Strategic Weapons, c'est je ne sais plus quoi, pour venir révolutionner le site. Les opérateurs se sont braqués, parce qu'ils sont arrivés avec un gros sabot en disant bah, nous on sait et puis on va vous apprendre comment travailler. Les opérateurs se sont braqués et n'ont rien voulu dire. Donc je pense que dans une situation comme ça, il faut savoir être humble aussi par rapport aux experts et plein de respect. Parce que ce qui a marché pour nous en 2018 avec Dieuze, en 2014 ou 2015, je ne sais pas, ça avait complètement planté et là ça avait vraiment créé de l'attention. Non, l'idée, tu as raison, Raphaël, l'idée, c'est bien de valoriser le savoir-faire de l'expert et de le mettre en avant. En aucun cas, il s'agit de lui expliquer la vie en lui disant, voilà, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. On l'écoute, on est là pour l'écouter. On est là aussi pour dire, il y a des gens qui ont besoin de cette information, qui perd du temps, on perd de l'argent, on perd des ressources parce qu'on n'a pas cette information à disposition. Et le fait de le présenter de cette façon-là donne une acceptabilité qui est bien plus importante, c'est vrai. Merci, messieurs. Je m'excuse, je reprends la main pour qu'on avance dans les questions. Puis je fais un mea culpa parce que Jean-Marc André m'avait prévenu que le sujet était bien trop intéressant et complexe pour être géré en 1 heure. Et donc, la règle du Jean-Marc André a toujours raison s'applique puisqu'il avait bien raison, en 1 heure, ça ne rentre pas. Il y a une question sur le coût de la solution de Groupe Système. On y reviendra à travers la petite intervention de Sandra qui va venir. Une autre question de Groupe Système qui était pour Alain Christophe. Comment avez-vous prévu de rentrer toutes les infos dans ces clés de produits? Avec quel délai? C'est un peu ce qu'a présenté Raphaël. Il faut prendre les choses un peu en priorisant, pas vouloir tout prendre d'un coup, savoir choisir quelles sont justement ses priorités en fonction des thèmes ou des sujets, mais aussi en fonction des gens. Je pense qu'il faut choisir les premiers sujets des gens qui seront à l'aise un peu dans la démarche pour pouvoir entraîner les autres. Et là où je rejoins Raphaël, c'est que c'est un projet de longue haleine et c'est absolument une culture à faire rentrer dans l'entreprise et dans le service. Donc, ça va se faire petit à petit, c'est sûr. Et certainement, au départ, avec l'aide de Mitsys, avec un bon exposé de Raphaël sur l'autonomisation, parce qu'il faut qu'à un certain moment, on puisse être autonome. Et c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Merci Alain Christophe. Je vais redonner la parole à Sandra. Il y a plusieurs questions de Frédéric Denisot que je vois que le sujet intéresse particulièrement. Je pense que Sandra, tu pourras faire le lien certainement directement entre Frédéric et les gens pour qu'ils puissent creuser le sujet. Je m'excuse, monsieur Denisot. Et là, je te donne la main, Sandra. Ça marche, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Par contre, j'ai tout le monde là, j'arrive pas à le remettre en plein écran. Hop, si. Yes, ça va être là. Donc effectivement, ce qu'on vous propose, donc TESAM porte pour le compte de la région un programme qui vise à accompagner les entreprises sur le champ du management de l'innovation, donc la gestion des connaissances et notamment quand on s'adresse aux connaissances dans les bureaux d'études peut être un des éléments de
ce management de l'innovation. Donc, ce qu'on propose, c'est d'intégrer ce qu'on a proposé. En fait, c'est que si maintenant vous souhaitez engager une démarche de capitalisation des connaissances dans un contexte d'innovation, alors innovation au sens large, TESAM et Montblanc Industrie vous proposent de bénéficier de l'expertise 2006 dans le cadre d'un programme régional qui existe depuis une dizaine d'années, qui s'appelait Innovation PME et qui a été renommé Ambition Région Innovation, optimiser ma politique d'innovation. Ce programme, donc, comme je le disais, s'intéresse au management de l'innovation et l'objectif, en fait, est d'aider les entreprises à mettre en place et piloter le processus de génération des nouvelles offres, depuis l'amont, les phases de génération d'idées, jusqu'au lancement des projets. Et en fait, à l'intérieur de ce processus, bien évidemment, la partie management des connaissances est l'une des briques qui peut contribuer à l'amélioration du processus d'innovation, et donc on peut bien évidemment l'intégrer. Le deuxième objectif du programme est d'aider à maximiser les chances de réussite lors de la mise sur le marché de vos nouvelles offres. Bon, effectivement, cette ambition-là, elle sera un peu plus loin d'une démarche de gestion des connaissances, mais on est tout à fait légitime pour intégrer l'expertise 2006 dans le programme dès lors qu'on s'attache à vous faire progresser sur la partie management. Le programme donc, existe depuis 2011. On a déjà accompagné plus de 760 entreprises, de la start-up jusqu'aux ETI, de nombreux secteurs. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il est financé à 70% par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans les grands principes, en participant à ce programme, vous aurez à la fois des sessions collectives pour apprendre et échanger avec des pairs. Donc, dans le cadre du groupe spécifique qu'on aimerait mettre en place avec Montblanc, on pourra animer des sessions spéciales management des connaissances qui permettront à la fois de bénéficier de l'expertise de MIT6 peut-être en collectif, mais aussi de vous benchmarker entre plusieurs entreprises qui vont engager la démarche en même temps et vous partager tout au long du chemin vos bonnes pratiques, vos difficultés et peut-être aller trouver des réponses chez le voisin. Donc, ces temps collectifs, on peut les sortir finalement du package global du programme pour vous les dédier à vous, petits groupes qu'on envisage de construire. Et ensuite, vous aurez bien sûr accès au double accompagnement individuel. Donc, la mise à disposition d'un expert MIT6 dans votre entreprise qui vous accompagnera concrètement à la mise en place de l'outil, de la démarche, des bonnes pratiques chez vous et le suivi bien sûr par un chef de projet territorial, Frédéric qui a posé beaucoup de questions et le chef de projet territorial sur l'Auvergne pour le programme. J'ai vu que Bertrand Forestier aussi était parmi nous ce soir pour la Savoie. Concrètement, pour pouvoir bénéficier du soutien de la région, il faut être une entreprise de moins de 5000 salariés, localisée en Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr, je ne l'ai pas noté tellement c'était évident, c'est une erreur de ma part. Et ensuite, vous avez le droit, en fonction de vos besoins et de vos priorités, il y a un format court ou un format long. Donc, on peut très bien envisager que dans une première phase de découverte, vous dites pour commencer à initier la démarche, on commence par 4 demi-journées d'intervention 2006 dans notre entreprise. Vous irez très certainement pas au bout de la démarche avec simplement 4 demi-journées, mais ça permet aussi d'y aller par phase, par étape, sachant que la région a accepté d'accompagner une même entreprise jusqu'à 3 programmes longs. Donc, vous pouvez enchaîner 6 cours. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. C'est à votre rythme. Je pense que cette info-là répond partiellement à la question du coût. Néanmoins, peut-être que je vais relaisser la parole à Jérôme pour dimensionner un accompagnement standard. Alors, bien évidemment, c'est une question qui est compliquée parce que ça va dépendre de la taille de l'entreprise, du nombre d'experts à mobiliser. Mais en tout cas, Jérôme, voilà, je te laisserai compléter. Et concrètement, si vous voulez franchir le pas, le plus simple, j'ai remis la carte des relais de tous les départements, mais le plus simple est sans doute de me contacter ou de contacter les équipes de Montblanc et on vous accompagnera pour la rédaction du dossier qu'on soumettra à la région, mais bon, ça c'est une formalité, et puis après pour la mise en relation avec MIT6. Jérôme, peut-être on vous donne la parole en 2 mots parce que là, on voit qu'on atteint 19h et puis on sait que ventre affamé n'a point d'oreille. Du coup, on vous laisse 2 mots et je redonnerai la parole à Jean-Marc pour le petit mot de la fin.
Oui, sur l'accompagnement, là, il faut définir un périmètre d'intervention et un projet, mais généralement sur une première phase, on est sur des interventions qui sont relativement courtes, hein, pour vous donner un ordre d'idée, pour capter un expert sur quelques thèmes, on est entre 4 et 8 jours de travail max. Donc c'est pas voilà, c'est pas quelque chose de particulièrement enfin c'est pas très important en termes de quantité de travail. Ça répond plus ou moins à ta question, Sandra? Oui, c'est OK. Parfait. Donc, du coup, là, même un format court pour démarrer pourrait. Parfait. Merci Sandra, merci Jérôme. Jean-Marc, je te laisse la main. Oui, simplement pour remercier tous les intervenants pour la qualité, la qualité du contenu, la qualité des témoignages. Merci à Mictis, Stobli et GGB. Merci à Sandra aussi, parce qu'on voit tout l'intérêt du partenariat entre TESAM et Mont-Blanc. On parlait de Sinofeb tout à l'heure sur ces sujets-là. Il n'y avait pas d'accompagnement, d'action collective de la région qui répondait. C'est en discutant avec Mictis et Sandra qu'on a eu l'idée de l'encapsuler dans Innovation PME. Et aujourd'hui, il y a une action co qui est accessible pour les PME, enfin les ETI, 5000 salariés. Donc là, tout le monde est concerné. Donc je trouve ça extrêmement vertueux et une fois de plus avec une extrême qualité en tout cas de la démarche. Donc merci à tous et à très bientôt. Merci Jean-Marc, merci à tous. Et comme l'a dit Sandra, vous n'hésitez pas à nous contacter. Il reste un point que je n'avais pas posé, mais qu'on discutera avec Mitsys, c'est l'application de cet outil qui est très très puissant au TPE, PME. Mais on sait que dans le dispositif d'accompagnement, il y a façon que ce soit aussi utilisé par ces entreprises-là. Donc n'hésitez pas. Merci d'être restés jusqu'au bout. Merci à tous. Bonne soirée et puis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir.